Alors donc les premiers travaux, effectivement, je disais, de restitution concernant le suivi des aviphones de plaine, notamment une espèce qui est particulièrement emblématique, sur laquelle j'imagine vous reviendrez, c'est l'outarde canepetière. Voilà, je vous laisse la parole, sachant que vous avez la zapette et quelques slides. Merci beaucoup, bonjour, bonjour tout le monde. Donc on va vous présenter à deux voix les premiers résultats du suivi de l'avifaune de plaine. Donc j'associe à cette communication Landry Boussac qui a réalisé l'ensemble des analyses statistiques et les graphiques que vous allez voir avec moi. Donc un plan très classique, contexte, méthode, résultats et conclusions. Je vais démarrer par quelques éléments de contexte. Donc c'est une analyse, et ça tombe bien, qui s'inscrit évidemment, l'analyse statistique dont je vais parler s'inscrit dans le cadre des objectifs de la séquence ERC. Donc je vais pas du tout revenir dans le détail là-dessus. Simplement, il faut savoir que ce suivi des oiseaux et l'analyse qui s'ensuit a démarré en 2014. Et en 2014, la ligne elle est déjà construite. Donc les parties éviter et réduire sont déjà a priori opérées. Et donc on va se concentrer sur la dernière phase, qui est la phase de compensation, où il y a également quand même un impact qui va nous intéresser, puisqu'on va aussi évaluer dans le cadre de ce suivi des oiseaux l'effet de la mise en circulation, dont il est assez difficile de prédire l'impact. Donc la mise en circulation avec les tests qui ont été réalisés sur la ligne en 2017 et qui est effective depuis 2018. Et puis on va aussi, à l'aide de ce suivi, évaluer la mise en place ou l'effet de la mise en place des mesures compensatoires, aussi bien les acquisitions que la contractualisation. Alors pour réaliser ces analyses, il a fallu mettre en place une méthodologie qui soit en mesure d'éliminer des scénarios alternatifs. Et j'en ai pris deux tout simples, qui sont, on peut imaginer que les suivis d'avifaune peuvent être impactés par un déclin général, par exemple, de l'avifaune de plaine, indépendamment donc des mesures compensatoires, ou au contraire, une efficacité prouvée des mesures agri-environnementales qui sont mises en place sur les zones Natura 2000 qui font partie des zones potentiellement impactées par la LGV. Donc on a mis en place un suivi qui permet de tenir compte de ces effets, de ces covariables, de ces scénarios alternatifs. Donc l'idée c'est de mesurer l'impact local de l'infrastructure à partir du moment où elle est en fonctionnement sur les différentes espèces d'oiseaux et de mesurer l'effet régional, donc pas seulement local, additif au MAE, par exemple, aux mesures agri-environnementales, des mesures compensatoires. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Mesurer, quantifier l'impact de la mise en circulation, ça repose sur le principe ou l'idée de la distance d'évitement par les oiseaux de la ligne. Alors, pour illustrer ça, je représente ici un petit graphique. Vous avez la barre verticale en gris, c'est l'infrastructure. Les petits points bleus, c'est par exemple des outardes. Et on imagine que s'il n'y a pas d'impact de la mise en circulation, le nombre d'outardes croît de manière linéaire avec la distance à la LGV, indépendamment de sa mise en circulation. S'il y a un effet de la mise en circulation, on va avoir évitement à proximité de la zone des outardes, par exemple, et donc on va observer un déclin, un écart par rapport à la courbe théorique qui sera la mesure d'évitement, et on peut mesurer d'ailleurs sa distance. Alors ça, c'est dans la théorie, parce qu'en réalité, l'habitat, il n'est pas homogène pour ces oiseaux. Par exemple, l'habitat jaune est totalement évité par les outardes, l'habitat vert sombre, il est très préféré, donc on a des choses qui sont un petit peu variables en fonction de cet habitat. Alors, il se trouve qu'on a pu bénéficier d'une expérience antécédente d'une autre LGV dans le sud de la France, le contournement de Nîmes-Montpellier. J'avais encadré à l'époque un thésard justement sur la problématique des outardes et on avait pu mesurer, tester un petit peu l'efficacité de ces méthodes. Et vous voyez ici par exemple, par rapport à une ligne de fret qui traversait la zone Natura 2000, j'ai oublié de préciser en bas, vous avez une carte de la zone Natura 2000. Tous les petits points rouges sont des outardes et le trait noir, c'est la LGV, le contournement de Nîmes-Montpellier. Donc il y avait déjà beaucoup d'outardes dans cet endroit-là et on a pu mesurer l'effet de la ligne de fret, de sa mise en circulation, de la circulation des trains. Vous voyez qu'il est entre la courbe théorique, c'est le nombre d'outardes en fonction de la distance qui est en verte, et le nombre d'outardes observées, les mâles et les femelles sont en noir. Vous voyez que l'effet de cette ligne est pratiquement inexistant. Par contre, il y a un petit tronçon de la ligne LGV qui était déjà en circulation dans les années 2013-2014 et vous voyez ici qu'aussi bien chez les mâles que chez les femelles, on avait évitement jusqu'à à peu près 1 km, 1 km et demi de la ligne LGV. Et donc on a utilisé exactement ce formalisme un petit peu théorique
pour mesurer non seulement l'effet de la ligne, mais également l'effet des mesures compensatoires, parce qu'on imagine que si on remplace une partie de l'habitat jaune défavorable par de l'habitat favorable, on va pouvoir corriger l'effet négatif éventuel de la ligne. Donc voilà, pour résumer, on imagine qu'on a un nombre d'oiseaux qui fluctue en fonction de la distance à la ligne. Alors quand on ne prend pas en compte l'habitat dans ce nombre d'oiseaux, il y a des variations très importantes. Si on prend en compte l'effet de l'habitat, on arrive à réduire les variations. On peut ainsi détecter plus facilement un effet éventuel négatif de la ligne à proximité, donc immédiate de la ligne, et également mesurer un effet positif de la compensation à partir des mesures compensatoires. Alors pour faire ça, il faut quand même beaucoup de données, et les données, elles ont été collectées donc, par les ONG, et je passe la parole à Étienne. Merci. Alors, donc les données, elles ont été récoltées par 4 associations naturalistes, la Ligue pour la protection des oiseaux du 37 et du 86, Charente Nature et le groupe ornithologique des Deux-Sèvres. Tout ça a été coordonné par Poitou-Charentes Nature et la partie scientifique par le CNRS. Donc les carrés, les suivis ont été faits sur des carrés d'1 kilomètre de côté, et pour les sélectionner, le CNRS a réalisé un algorithme prenant en compte des paramètres de paysage, de surface en prairie, de la présence des mesures agro-environnementales et des surfaces compensatoires, et également la distance à la ligne. On ne pouvait pas faire le suivi sur l'ensemble de la zone, donc on s'est concentré sur les zones de protection spéciale et les zones d'études en jaune qui correspondent aux zones de mise en place des surfaces compensatoires. Donc on a 2 échelles, comme l'a dit tout à l'heure Vincent, sur les questions, une échelle locale à proximité du fuseau et une échelle un peu plus large. Donc on réalise sur le terrain des indices ponctuels d'abondance, ce sont des points d'écoute, où on va noter l'ensemble des espèces qu'on voit et qu'on entend sur un périmètre de 200 mètres. Donc là j'ai mis un panel de photos de différentes espèces, on reconnaît l'outarde tout en haut, et on note aussi la présence d'autres espèces telles que le dicnème, le busard cendré et Saint-Martin, la pigrièche et d'autres ces espèces de passereaux comme le bruant-proyer, l'alouette des champs, etc. Donc voilà comment se passe un point d'écoute. Donc on a cette fiche de terrain sur la droite. Donc les points sont réalisés le matin, du lever du soleil jusqu'à environ 10h30. Ça nous laisse un pas de temps de 4 heures pour réaliser le maximum de points d'écoute. Les points durent 10 minutes et on réalise 2 passages pendant la saison de reproduction, entre le 8 avril et le 15 mai, et entre le 15 mai et le 30 juin. Sur chaque point, nous individualisons chaque oiseau dans un rayon de 200 mètres. Sur le terrain, comment ça se passe? On note d'abord tout plein de paramètres environnementaux, la météorologie et les conditions d'écoute, la visibilité et le bruit. Ensuite, en réalité, c'est 5 petits points de 2 minutes, puisqu'on renote toutes les 2 minutes le comportement des espèces qu'on a identifiées, au niveau avec des critères de comportement, au niveau du chant, s'ils sont chanteurs, volants ou posés. Ensuite, donc là vous voyez un carré avec différents points d'écoute. Ensuite on réalise l'assolement, c'est-à-dire le relevé de parcellaire sur l'ensemble du carré, pour noter si les parcelles sont en quelle culture elles sont. Et nous faisons aussi la recherche spécifique sur de la nidification de certaines espèces, donc l'outarde, le dicnème, le busard cendré et Saint-Martin, et la pigrièche écorcheur. Donc on accumule plein de données pendant une saison, et ensuite voilà ce que ça donne à la fin de l'année. On a de 2014 à 2019 plus de 1000 carrés qui ont été effectués sur les 4 départements. Ça correspond à peu près à 4000 points d'écoute réalisés. Au niveau temporel, entre 2014 et 2018, ce sont des carrés différents qui ont été réalisés, excepté en 2018-2019 où nous avons réalisé les mêmes points d'écoute. À la fin, du coup, on compile les associations de protection de la nature, saisissent toutes les données, font un gros travail de compilation qu'ils envoient à Poitou-Charentes Nature pour reprendre tout ça et ensuite l'envoyer au CNRS pour les analyses avec les résultats que Vincent va présenter. Voilà, donc je prends le relais après ce fantastique et cet énorme travail de terrain.
Donc pour vous présenter quelques premiers résultats, tout d'abord, très très simple, en matière d'effectifs, là ce sont des fréquences d'occurrence d'espèces. Des espèces d'oiseaux, il en a été contacté au total 140, c'est tout à fait considérable, c'est pratiquement la moitié de la faune nicheuse de France. Et vous avez ici sur ce graphique les 50 premières espèces seulement, donc en fréquence d'occurrence. L'espèce la plus abondante, c'est l'alouette des champs, à peu près 14 000 contacts en 6 ans. On voit une autre espèce de plaine qui va nous intéresser ici, qui est le bruant proyé. Le Dicneum criard, avec quand même pratiquement 400 observations sur les 6 années, et même l'outarde canepetière, où on totalise 230 observations. Donc au total, l'effectif cumulé de toutes ces espèces, c'est 80 000 individus. Je peux vous dire que d'un point de vue statistique, c'est relativement confortable pour faire des analyses. Alors, ça, c'est le jeu brut de données. À partir de là, il faut quand même extraire par l'analyse du signal. Alors, la première chose qu'on a commencé à regarder, c'est voir s'il y avait des variations interannuelles d'effectifs. Et vous voyez ici, par exemple, les effectifs d'alouettes des champs en moyenne annuelle. Donc, il y a des variations qui sont non négligeables, malgré tout, de l'ordre de 10% des effectifs. On l'observe également sur une autre espèce, ici, le bruant proyé. L'outarde canepetière, encore plus important. Vous voyez, les petites barres verticales sont les intervalles de confiance autour des valeurs estimées des moyennes. Donc, plus l'espèce est rare, plus cet intervalle de confiance est important. Et on a également une variation interannuelle non négligeable d'un peu plus d'une espèce entre les années. Donc ça, c'est quelque chose dont il va falloir tenir compte et dont on a tenu compte, bien évidemment, dans les analyses. Alors, je vais vous développer un petit peu le principe de la modélisation statistique qui est derrière ces analyses, parce que c'est important, je pense, de le comprendre. Alors, la première étape, c'est qu'on va étudier l'effet d'un certain nombre de covariables, un nombre de covariables qui ne sont pas forcément les variables d'intérêt, mais qui impactent assez fortement les effectifs. Vous voyez ici, par exemple, l'heure d'observation. Je vais prendre comme exemple l'alouette des champs, qui est l'espèce pour laquelle on a le plus d'observations. Pour l'alouette des champs, entre les relevés effectués le plus tôt et ceux qui sont les plus tardifs, on peut avoir une variation d'effectifs de l'ordre d'un ou deux individus, ce qui est non négligeable quand même, parce que vous allez voir que les effets statistiques sont de cet ordre de grandeur. On a aussi un effet du jour julien au cours duquel a été réalisé le dénombrement. On a aussi un effet du vent qui a tendance à diminuer le nombre de contacts auditifs. Donc on a un certain nombre de covariables qu'on a testés et qu'on a retenus. Je n'ai pas précisé ici, on a également tenu compte de l'effet observateur. Tout le monde ne voit pas et n'entend pas les oiseaux de la même manière. Et dans le cadre de cette étude, on a 35 observateurs différents. Donc on a tenu compte de cet effet observateur. À partir de la soustraction de ces covariables qui ne sont pas les variables d'intérêt, on a pu développer des modèles d'habitat. Donc ici, vous voyez par exemple, à l'échelle de chacun des kilomètres carrés, la proportion en vert, plus le ton est prononcé, plus il y a de pourcentage élevé de prairies dans chacun de ces carrés. Voici ici l'exemple des céréales, même principe, hein, c'est en rouge cette fois, plus c'est rouge, plus il y a de céréales. On atteint jusqu'à 50% au kilomètre carré, et les éléments ligneux qui recouvrent à la fois les bois et les haies. Donc ça, ce sont les couches d'habitat qu'on va rentrer dans nos modèles. Je continue avec mon exemple qui est l'alouette des champs. Vous voyez ici, par exemple, l'effet des prairies sur le nombre d'alouettes qui sont détectées. Donc c'est un effet qui est quantitativement très important, de même que l'effet de la proportion de céréales. On arrive à peu près à doubler le nombre ou à tripler le nombre d'alouettes quand la proportion de céréales augmente dans le point. Par contre, l'alouette est une espèce qui évite assez fortement les éléments boisés. Donc une fois qu'on réalise ces modèles d'habitat, eh bien, on peut produire des cartes. Alors voici ici les observations brutes d'alouettes. Plus c'est rouge, plus il en a été dénombré au cours des 6 années. On a un modèle statistique dont je vous montre juste une des sorties de tableau. Donc si on s'arrêtait là, évidemment, ça ne serait pas très intelligible. Mais à partir de ces modèles statistiques, on peut produire des cartes de prédiction, donc à l'échelle de l'ensemble de la zone étudiée, donc à partir des points d'écoute, mais on peut produire ces cartes sur l'ensemble de la zone étudiée. Plus la couleur est prononcée, plus les alouettes sont abondantes. Ici, par exemple, les plus rouges sont des carrés pour lesquels on a 30 mâles d'alouettes au kilomètre carré. Alors une fois qu'on a produit ces cartes, on peut enfin estimer l'effet de la mise en circulation de la LGV à travers l'effet de la distance par rapport à la ligne qu'on a analysé à 1 km, à 10 km et à 20 km. Et voici ce qu'on observe en moyenne pour les 6 années de données sur l'alouette des champs. Donc en abscisse, vous avez la distance en mètres à la LGV, vous avez une petite bosse qui culmine environ à 5000 mètres, donc à 5 km. Et en ordonnée, vous avez les effectifs
observés, ce sont tous les petits points gris, et la courbe modélisée qui est en bleu. Alors évidemment, ça c'est une courbe moyenne, globale, qui est sur 6 années d'études. Les trains n'étaient pas en circulation en 2014, ils l'ont été à partir de 2017, donc on a décomposé cet effet de la distance en fonction des années, et voilà ce que donne le graphique. Pendant les années 2014-2016, où aucun train n'est en circulation, vous voyez qu'à très courte distance de la LGV, en dessous de 2 km, on n'observe pas d'effet de la présence de la ligne ou de la présence des trains en circulation. En 2017, l'année des essais, la courbe est rigoureusement identique, donc pas non plus d'effet de la mise en circulation. Par contre, à partir de 2018, et c'est le cas aussi en 2019, comme vous allez le voir, on observe une diminution assez sensible du nombre d'alouettes à courte distance de la LGV. La distance d'évitement pour cette espèce est environ 1,5 km. On a répliqué ce type d'analyse. Alors voilà ce que ça donne d'ailleurs en termes cartographiques. Donc vous avez l'abondance des alouettes entre 2014 et 2016. Je passe l'animation, vous n'avez pratiquement rien vu, mais ça c'est les données de 2019. Et si on soustrait le nombre d'alouettes entre 2018-2019 et la période 2014-2016, voilà ce que ça donne. Plus c'est rouge, plus le nombre est négatif, plus c'est vert, plus le nombre est positif. Et vous voyez assez clairement se dessiner l'effet de distance d'évitement des alouettes en termes d'abondance. C'est entre 5 et 10 individus de moins au kilomètre carré. C'est quand même relativement sensible. Alors ça, c'est pour l'alouette des champs. On l'a regardé pour un certain nombre d'autres espèces sur lesquelles je vais passer un petit peu plus vite. Mais par exemple, les outardes ici, on observe le même phénomène, c'est-à-dire qu'on a un évitement, une distance d'évitement qui est de l'ordre de 2 km. C'est exactement ce qu'on avait trouvé d'ailleurs dans les costières nimoises à partir de 2018-2019. On observe la même chose sur le brun emproyé avec une distance d'évitement qui est plutôt de l'ordre du kilomètre. Par contre, on n'observe rien pour des espèces plutôt arboricoles, comme la fauvette grisette ici, ou la fauvette à tête noire, où on n'observe pas de distance de fuite ou distance d'évitement. Donc c'est quelque chose qui impacte les oiseaux qui sont finalement en milieu ouvert, la présence des trains. Alors quel est l'effet des mesures compensatoires là-dessus? Voilà ici la cartographie de ces mesures compensatoires au kilomètre carré. Donc plus le ton est rouge, plus la proportion en mesures compensatoires du kilomètre carré est importante. Le rouge le plus sombre représente à peu près 30%, c'est-à-dire 30 hectares sur les 100 hectares. Voilà la réponse de l'alouette des champs. Je parle ici strictement des mesures compensatoires LGV. Voilà la réponse numérique, quantitative de l'alouette des champs à ces mesures compensatoires. Donc sur les dernières années, on voit qu'on arrive à augmenter de 5 à 10 alouettes au kilomètre carré quand on atteint des proportions élevées de l'ordre de 30%, c'est-à-dire 30 hectares sur 100 hectares. On a la même réponse sur l'outarde canepetière, en tout cas la même forme, la même allure générale, où on arrive à augmenter en moyenne d'une demi-outarde quand on est au-delà de 25% de mesures compensatoires au kilomètre carré. Et en chiffres, c'est important. Qu'est-ce que ça donne? Alors le tableau, je vais le détailler un tout petit peu. Vous allez prendre d'abord la colonne de gauche qui est à moins de 2 km. Donc c'est la distance d'impact finalement de la mise en circulation des trains. Vous voyez qu'on a perdu à peu près 400 alouettes à moins de 2 km entre les effectifs 2014-2016 et les effectifs 2019. Quand on s'intéresse à la distance entre 2 km et 20 km, c'est celle où sont mises en place les mesures compensatoires. On a gagné 193 alouettes. Donc on a un effet négatif de la mise en circulation, compensé en assez grande partie par un effet positif de la mise en place des mesures compensatoires. Et on a le même genre de valeurs simulées, de valeurs prédites pour l'outarde canepetière, où on a perdu à peu près une quinzaine de mâles sur le fuseau de 2 km dans ces zones, et on a gagné, grâce aux mesures compensatoires et aux autres mesures agri-environnementales, une trentaine de mâles. Donc au final, en conclusion, il nous reste encore des choses à faire à très court terme. Il nous reste à finaliser un certain nombre d'analyses quantitatives. Je ne rentrerai pas dans les détails ici. On a des modèles à continuer à élaborer, et on a aussi à publier ces résultats dans une revue internationale, parce que c'est le but quand même de la recherche, y compris dans la recherche finalisée. À moyen terme, il faut maintenir, à mon sens, ces suivis. C'est ce qui est prévu. Il y a des discussions qui sont en cours sur la fréquence pour maintenir ces suivis. Mais je voulais aussi évoquer, à plus long terme et sur un plan plus général, quand un grand projet d'infrastructure, et j'ai travaillé pour ce qui me concerne sur plusieurs, se met en place,
on regarde d'abord généralement le coût économique du projet dans son ensemble, puis son coût environnemental, puis son coût écologique, et on évalue ensuite le coût des mesures compensatoires, et enfin, éventuellement, on met en place, ce n'est pas toujours le cas, des suivis de ces mesures. Ben moi, j'aimerais un petit peu inverser la tendance en parlant en termes de chiffres. Le coût des analyses, c'est à peu près 100 kg € sur 6 ans. Le coût des suivis sur les oiseaux, c'est 600 kg €. La Fondation LISEA Biodiversité, qui agit pour le compte de la biodiversité, incluant les oiseaux, c'est à peu près 5000 kg €. Le coût des mesures compensatoires biodiversité en termes d'acquisition et de contractualisation, estimé sur 5 ans, c'est environ 10 000 KEUR. Le coût total des travaux, c'est entre 7 et 9 milliards d'euros. Donc en termes de chiffres, voilà ici ce qu'a coûté le CNRS, le suivi des ONG. Le deuxième graphique, c'est quand on ajoute la Fondation LISEA. Le troisième graphique en jaune, ce sont les mesures compensatoires. Le quatrième graphique, c'est le coût total des travaux. Vous ne voyez plus rien, c'est parce qu'en fait, le coût de ces mesures compensatoires, qui est incomplet ici, c'est en décimale de pourcent, et le coût du suivi, c'est à peu près 1 pour 100 000. Donc nos objectifs qui étaient d'évaluer les effets de la mise en circulation et des mesures compensatoires, ben, ces objectifs sont atteints grâce à une quantité et une qualité de données absolument exceptionnelles, ce que je souhaite souligner. Et sans doute pour la première fois, ça fait partie des innovations de cet observatoire, on est en mesure de qualifier et quantifier l'impact de la mise en circulation, qui est détecté à 1 ou 2 km selon les espèces spécialistes des milieux ouverts comme l'alouette, l'outarde ou le boran-proyer. On est également capable, dès maintenant, 5 ans après la première mise en place de ces mesures pour les toutes premières, de quantifier l'effet additif sur les espèces cibles. On est capable de montrer qu'à l'heure actuelle, cet effet compense à peu près, dès les premières années, l'impact négatif de la mise en circulation. Je ne parle pas de la construction ici. Et à terme, il nous reste à démontrer que cet effet positif, justement, il équilibre l'impact total de l'infrastructure. Cette étude, elle pourra probablement être faite que sur l'outarde canepetière parce que c'est la seule espèce qui a fait l'objet de suivi antérieur à la construction de la ligne. Donc le coût de la compensation qui reste à évaluer plus précisément, il reste finalement très modeste par rapport au coût total de l'infrastructure et au regard finalement de l'élimination qui est quand même définitive de ces habitats et de ces organismes. Donc il est crucial de l'évaluer quantitativement. Ce qui a été fait ici, c'est très rare. Et je tiens à remercier l'ensemble des organismes et l'ISEA qui se sont mis autour de la table pour évaluer cette infrastructure. Et je voudrais terminer en remerciant Victor Turpot, qui est dans la salle, que j'ai vu tout à l'heure, grâce à qui cette étude finalement a pu être faite, parce que c'est lui qui a mis en relation le CNRS et l'ISEA. Et il a beaucoup contribué au lien entre le laboratoire de recherche et les ONG. Je vous remercie infiniment de votre attention. Merci à vous. Alors, ce n'est pas encore le cocktail déjeunatoire, hein. On va vous poser quelques petites questions. Y a-t-il des questions dans la salle? Moi, j'en ai toujours une ou deux, mais comme elles sont candides, puisqu'il n'aura échappé à personne que les questions de biodiversité sont hautement techniques, je vais d'abord essayer de vous donner la parole dans la salle. Alors, eh bien, un micro est à votre disposition. N'oubliez pas de vous représenter à chaque fois, ça permet toujours de répondre avec plus de précision. Oui, bonjour. Sophie Debost, directrice du développement durable de Vinci Concessions, donc un des actionnaires de l'ISEA. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation. Pour ma part, c'est la première fois que j'assiste à une présentation scientifique sur ce genre de sujet. J'ai peut-être une question. Hein. Oui, mais tout à fait compréhensible, donc merci pour les explications. Une question qui est peut-être une question de béotienne. J'entends que pour un certain nombre d'espèces, il y a un effet d'évitement sur à peu près 2 km autour de l'infrastructure. Est-ce que ça voudrait dire, du coup, qu'il faudrait qu'il faut que les surfaces compensatoires ne soient pas trop près de la ligne? Je dis ça parce que je crois que, sauf erreur de ma part, la doctrine actuelle est d'encourager les porteurs de projets à chercher des surfaces compensatoires au plus près de l'infrastructure. Alors, je vais répondre, mais je laisserai peut-être la parole aussi à Étienne, parce qu'ils ont été en pilotage d'un certain nombre de mesures compensatoires au GOTS. Pour ce qui est des oiseaux, je parle des oiseaux ici, évidemment, les mousses et les batraciens, il n'y a peut-être pas de distance d'évitement, en tout cas certainement pas de 2 km.
Pour ce qui est des oiseaux, c'est le cas. On le savait déjà pour l'outarde. Il y a déjà eu des études d'impact sur la mise en place des autoroutes, même l'ADIS, donc 30 ans avant la LGV, avait déjà fait l'objet d'études d'impact sur les outardes. On avait déjà évalué que la distance d'évitement pour les mâles et les femelles d'outardes est de l'ordre du kilomètre pour les mâles et de 2 km pour les femelles. Et donc, pour cette raison, je crois pouvoir dire que les mesures compensatoires pour les espèces d'oiseaux de plaine ont été réalisées pour la grande majorité au-delà des 2 km. Donc pas forcément de préconisation en matière de modification à la doctrine, si ce n'est qu'évidemment on imagine que vous verriez d'autant mieux des zones de compensation plus étendues. Oui, alors en fait, là, disons que, encore une fois, on n'est pas parti de zéro. Les résultats que je vous montre sur l'effet positif des mesures compensatoires sur les oiseaux comme l'alouette, les bruants ou les outardes ne sont pas du tout inattendus, puisque ça fait longtemps qu'on met en place des MAE, donc mesures agri-environnementales, dans les zones Natura 2000 pour les outardes et pour la biodiversité de manière générale. On avait déjà trouvé ces résultats depuis maintenant une dizaine d'années, et ces études et les cahiers des charges des MAE ont été largement repris dans le cas de la LGV. Donc on confirme qu'il faut, pour être efficace, avoir au moins 20% au kilomètre carré, c'est-à-dire que distribuer de manière un petit peu façon confetti des hectares par-ci, par-là, sur des dizaines de milliers d'hectares, ça aurait très peu d'effet. Il vaut mieux concentrer, c'est ce qui a été fait, c'est pour ça que ça marche. Il faut concentrer les mesures sur des petits patchs d'habitats déjà plutôt favorables en essayant de maximiser le nombre d'hectares à l'échelle du kilomètre carré. Une autre question? Oui. Alors on en avait deux, une au milieu et une autre sur le côté droit de la salle. Est-ce qu'il ne faudrait pas réformer les études d'impact dans la mesure où, dans les cas actuels des choses, l'étude d'impact LGV avait complètement zappé l'outarde canepetière, ou tout au moins abouti à des résultats qui montraient qu'il n'y avait pas de problème. Il a fallu d'ailleurs une contre-expertise demandée par le ministère de l'Environnement et les associations de la nature, qui a réalisé d'ailleurs Vincent Bretagnol et un conservatoire du côté de Montpellier, pour montrer qu'il y avait un vrai problème sur l'outarde qui avait été mal vu au niveau de l'étude d'impact. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des bons éléments de l'étude d'impact, mais à ce niveau-là, c'était catastrophique. Et je le dis, mais si c'était Gustave Talbot, notre ancien président, qui le dirait, ça serait encore beaucoup plus méchant. Pour une réforme de l'étude d'impact? Non, moi, je n'ai pas de commentaire là-dessus. La seule chose que je pourrais dire, c'est que j'essaye de ne pas mélanger les rôles, et donc je n'ai pas participé à l'étude d'impact, justement pour pouvoir éventuellement réaliser des études a posteriori. Vous restez dans votre rôle scientifique, donc. Très bien. On avait une autre question du côté droit de la salle. Oui, bonjour. Jean-François Le Signe, RTE et coordinateur du CILB. En fait, je voulais savoir, parce que là, vous nous montrez les résultats d'évitement, mais quelles sont les causes en fait, de cet éloignement des oiseaux par rapport à la LGV, et donc du coup d'autres infrastructures qui pourraient avoir les mêmes effets? C'est une très bonne question, et je vais botter en touche parce que je n'ai pas la réponse. Alors, le fait qu'on détecte cet effet sur les espèces de milieux ouverts et pas sur les espèces qui sont plutôt dans les milieux fermés, y compris dans les haies. Ce n'est pas forcément les espèces forestières. Les deux exemples de fauvettes que je vous ai montrés, notamment la fauvette grisette, c'est plutôt une espèce qui habite dans les haies. Donc, incite à supposer que ce sont des espèces pour qui le côté visuel est important. Et donc, j'imagine, bon, il y a quand même un train, je ne sais pas quelle est la fréquence, mais c'est peut-être toutes les demi-heures ou tous les quarts d'heure. Elle varie en plus selon les périodes de la semaine. J'imagine que c'est le fait de voir un train voilà, avec le bruit. Qui déboule avec son bruit, la perturbation d'air. Plutôt le côté visuel, a priori, parce que si le côté auditif avait été aussi, voire plus important, on aurait pu imaginer que cet effet soit aussi détecté sur les espèces forestières. D'ailleurs, dans la continuité de la question de monsieur, s'agissant de la vitesse des trains, parce que la vitesse n'est pas uniforme sur tout le parcours de la ligne, est-ce que vous avez pu mesurer ou est-ce que vous pensez que ce serait intéressant de voir quels sont les effets justement de recul des populations par rapport à la vitesse de passage du train?
La vitesse est probablement très importante, parce que je suis passé hyper vite là-dessus, mais c'était l'objet de la thèse de Pierrick Devoucou. On n'a pas détecté d'effet d'évitement sur des lignes de fret. Alors certes, il n'y a pas forcément la même fréquence de passage, mais je crois qu'on avait contrôlé par cette variable. Donc c'est vraiment la vitesse là, qui diffère entre les LGV et les lignes de fret. Donc c'est probablement effectivement l'effet de la vitesse visuelle qui est le plus impactant, mais c'est à l'état d'hypothèse pour l'instant. Et la dépression, le déplacement d'air, à votre avis, n'est pas problématique? Pas 2 km, enfin, j'imagine oui. qu'il est indétectable. Non, parce que là, on mesure quand même, y compris sur l'Alouette, c'est quand même une toute petite espèce dont le territoire fait à peu près 1 à 2 hectares. Donc mesurer des effets significatifs à 1 km, 1 km et demi, j'imagine que c'est vraiment le caractère visuel. D'ailleurs, s'agissant des espèces, et avant de redonner le micro en direction de la salle, bon, vous excusez ma question si elle paraît un peu candide, mais pourquoi les 3 ou 4 espèces que vous avez détaillées plutôt que d'autres? Qu'est-ce qu'elles ont de spécifique? Elles ont une place particulière dans l'écosystème, elles sont toutes protégées, ça on l'a compris. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes particulièrement positionné sur celle-ci? On a pris les espèces à enjeu de toute manière. L'objectif va être de réaliser, et ce n'est pas encore terminé, l'analyse sur les 50 premières espèces. Il nous faut quand même un nombre d'individus suffisant pour avoir une puissance statistique. Ce sont des modèles qui sont très gourmands en données et qui mettent plusieurs heures ou dizaines d'heures à tourner. Donc c'est des modèles compliqués. Donc il nous faut beaucoup de données. Tourner sur ordinateur, j'imagine. Tourner sur ordinateur. Mais nous, on n'est pas très riches au CNRS, on n'a pas des clusters, donc on fait ça sur des petits ordinateurs de bureau. Voilà, donc ça met quand même beaucoup de temps. Donc on a pris les espèces à enjeu et les espèces suffisamment abondantes. Très bien. Une autre question peut-être? Oui, madame au milieu. Ah, d'abord une question par là-bas. Non mais allez-y Julia, hein, pas de souci, je vous fais pas courir. Bonjour, merci pour cette très belle présentation. Ma question c'était, avez-vous N'oubliez pas de vous présenter. Oui, alors Maud Gued, je travaille dans les énergies renouvelables. Là, en l'occurrence, l'intérêt est, enfin, c'est vrai qu'il est très intéressant ce point de vue. Je voulais savoir si vous aviez vu un effet favorisant ou défavorisant par rapport à l'assolement, qui a pu varier peut-être en fonction des années observées. Est-ce qu'il y a eu peut-être des secteurs qui étaient moins favorables ou qui ont amené peut-être les oiseaux à s'approcher plus de la ligne? Alors déjà peut-être préciser ce que c'est que l'assolement, parce que je ne suis pas persuadé que tout le monde sache ce que c'est, à commencer par moi, je l'avoue. L'assolement, c'est l'occupation agricole des sols, donc il y a les parcelles agricoles, et puis on regarde, donc, comme Étienne l'a mentionné, il a été relevé sur chacune des parcelles. C'était très important, c'est basé sur nos études antérieures, on s'est rendu compte qu'effectivement, l'occupation agricole des sols, l'agencement des polygones que sont les parcelles a des impacts très importants sur les oiseaux, sur leur probabilité de présence, mais aussi leur abondance. Et je ne vais pas pouvoir répondre à votre question très précisément parce que justement, on a voulu se défaire de cet impact pour mesurer précisément l'effet de la ligne, parce que c'est toute la complexité de ces études, comme la mise en place, la construction d'une ligne s'accompagne nécessairement, pas forcément beaucoup dans le cas de celle-ci, mais en tout cas dans le cas d'autres, de remembrement, de réagencement parcellaire. On a confusion d'effets entre la modification de l'habitat et la présence de l'infrastructure. Donc on a tenu dans ces modèles statistiques à éliminer cet effet précisément, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Nos modèles et les résultats qu'on vous montre sont une fois soustraits ces effets d'assolement. Donc il faudra qu'on regarde si on a les données, on les a à partir du registre parcellaire graphique probablement, s'il y a eu, et c'est extrêmement probable, évolution des assolements, non seulement en surface des parcelles, mais aussi en nature des cultures. Alors je crois que nous avions une autre question, oui, au fond de la salle. Philippe Gauzans de Lastour, conseiller national de la FNOT. Est-ce qu'on s'est intéressé à l'influence du champ électrique de la caténaire aussi sur toutes ces populations, sachant qu'on a une caténaire qui est officiellement alimentée en 25 000 volts monophasés, mais qu'on la transporte en diphasé, donc on a une différence de tension qui peut avoisiner les 50 000 volts.
Est-ce qu'on sait si cette présence d'un champ, le caténaire étant quand même situé plus bas qu'une ligne à haute tension de RTE, est-ce qu'on a une idée de l'impact donc de ce courant électrique sur l'habitat? Moi, personnellement, je n'en ai aucune. J'ai jamais vu d'article scientifique, en tout cas pour ce qui concerne les oiseaux là-dessus. Donc, je suis incapable de vous répondre. Je voudrais juste souligner que, ayant fait la littérature, une revue de la littérature depuis plusieurs années sur ces questions d'impact des grandes infrastructures, dans lesquelles il y a les infrastructures linéaires, mais il y a aussi les éoliennes, enfin, il y a plein de sujets d'études potentielles. En fait, on se rend compte qu'il y a finalement assez peu de choses de disponibles dans la littérature scientifique et surtout assez peu d'études quantitatives. Donc, par exemple, les distances d'évitement, j'appelle ça distance d'évitement en anglais, c'est une autre terminologie, mais les distances d'évitement par rapport au LGV, par rapport aux lignes de fret, par rapport aux autoroutes, par rapport aux nationales, par rapport même aux infrastructures électriques, sont pratiquement inconnues. Donc bon, voilà, là c'est pratiquement les premières données quantitatives avec vraiment des valeurs chiffrées pour la mise en circulation des rames. Après, bon, il y a encore plein de choses à faire, peut-être du côté de l'électricité, des champs magnétiques. Petite question alors qui se rapproche plus ou moins, oui, avant de vous donner le micro. Est-ce que les infrastructures de transparence ont des impacts sur la distance de retrait? Est-ce que vous avez pu voir des effets ou pas? Ça n'a peut-être pas tout simplement été mesuré, je pose la question. Ça n'a pas été mesuré et j'imagine mal que c'est un effet sur les oiseaux. Mais bon, ça serait plutôt sur les, quand même. plutôt sur les mammifères, les amphibiens. Très bien. Alors, monsieur, une autre question, oui. Oui, en fait, je vais d'abord un élément de réponse quand même sur les champs électromagnétiques. Le champ électromagnétique, en fait, il décroît en carré de la distance, donc en fait, il s'écrase très rapidement en s'éloignant de la ligne. Donc même, effectivement, ça dépend du courant qui transite, donc ça, il y a bien un champ magnétique, mais évidemment, c'est l'effet à 50 mètres, il n'y a plus de champ électromagnétique lié, donc les effets qu'on voit jusqu'à 1 km ou 2 sont forcément pas liés au champ magnétique de ce point de vue-là. Par contre, ma question, c'était une étude comme celle que vous présentez, est-ce qu'elle sera publiée et accessible dans la littérature, parce que vous me disiez on manque de données, c'est vrai qu'avec le CIAB on a fait des études de littérature systématique et on manque souvent d'informations, mais c'est parce que souvent il y a des travaux qui ne sont pas accessibles par les moteurs de recherche de littérature. Donc la question c'est est-ce qu'une étude telle que la vôtre, elle est publiée et donc elle sera demain accessible par ces moteurs de recherche? Alors, elle a vocation à être publiée parce que sinon on ne fait pas de recherche. On a vocation à publier nos résultats. Donc, je ne peux pas vous garantir à quelle vitesse ça se fera parce que ça ne dépend pas de nous. Ça dépend des revues et ce qu'on appelle les rapporteurs pour les articles. Ça prend par expérience quand même un certain temps, au minimum 1 an dans un cas comme celui-ci. Et une fois que cette étude sera publiée, elle sera accessible parce que le CNRS vient de s'engager dans une lisibilité totale des publications de ces agents, donc ça sera systématiquement dans des revues accessibles. Et si ce n'était pas encore le cas via cette revue, de toute manière, notre site web présente tous nos articles. On a précédé le CNRS dans l'accessibilité de nos productions.